Bien, bonjour à tous. Nous vous prions de nous excuser pour ce petit retard, un quart d'heure académique. Voilà, même si nous allons parler des nouveaux médias et des nouvelles médiations de l'histoire. Alors, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment aujourd'hui on peut à la fois vulgariser l'histoire, mais aussi faire de l'histoire avec des nouveaux médias et plus spécifiquement aujourd'hui les youtubeurs. Alors je vais commencer par, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être présentés, parce que vous les connaissez sans doute à peu près tous, donc Manon Bril, Cyrus North, Benjamin Priot, et puis les crypto-youtubeurs, Julien Neutre, donc Christian Delage, et moi-même Catherine. Alors sans faire des présentations trop longues de nos intervenants, je dirais que les trois youtubeurs qui participent, qui ont eu la gentillesse de participer à cette émission, sont en fait assez différents les uns des autres. Ils font tous effectivement des émissions sur YouTube, mais ils sont différents par leur parcours, leur formation, et puis, mais ça vous irez le voir parce qu'on ne pourra pas vous montrer aujourd'hui, par les types de vidéos qu'ils produisent et qu'ils proposent. Donc Manon Bril, qui présente C'est une autre histoire, donc je pense que vous l'avez tous vu. J'ai beaucoup aimé son dernière production, Pourquoi les statues antiques ont de petits pénis. Eh bien, j'ai appris beaucoup de choses. Manon Bril, elle est historienne. Elle vient de soutenir une thèse en histoire de l'Antiquité, mais pas en histoire ancienne, voilà, en historiographie de l'Antiquité à Toulouse. Benjamin Priot, qui est là, qui est donc le créateur de Nota Bene, que vous connaissez aussi sans doute, qui est une chaîne créée en 2014, qui atteint dès 2015 100 000 abonnés. Benjamin, en fait, au départ, il est vidéaste. C'est quelqu'un qui a fait une formation de vidéaste et qui ensuite a un tout petit peu d'histoire, mais il le dit discrètement parce que je crois que ça n'a pas beaucoup intéressé au départ. Vidéaste, qui a fait des films d'entreprise et puis qui après s'est intéressé à la manière de coupler ses qualités de vidéaste et puis de proposer donc des travaux, enfin, vidéos en histoire. Cyrus North, qui est également youtubeur, a un profil encore différent. Après des études de commerce, il a lancé des vidéos qui tournent autour de la vulgarisation de la philosophie. Et il a beaucoup développé ça avec aussi en particulier, alors je sais plus si c'est les rap philo, hein, avec les Nova, voilà, qui a eu quand même 2,5 millions de vues avant le bac. Ça vous donne une idée des capacités de formation que cette vidéo pouvait proposer aux crypto-bacheliers. Voilà. Et depuis peu d'années, un an ou deux, hein, vous vous êtes plutôt intéressé, Cyrus, alors, à l'histoire et surtout au programme du secondaire, en les proposant donc avec des formats vidéo. Donc voilà pour les youtubeurs qui, vous voyez, sont sous la dénomination youtubeurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ont en fait des parcours et des pratiques, mais ça je vous engage à aller les regarder si vous ne l'avez pas encore fait, qui sont assez différents. Alors Christian Delage, il est historien, avec un grand âge si vous voulez. Il est même directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, qui est un des grands laboratoires du CNRS, mais il est là parce que c'est un historien un peu atypique, dans la mesure où d'une part il s'est intéressé très tôt à l'image et au film comme étant un matériau possible pour l'historien, c'est-à-dire une autre forme de source, mais ensuite il a lui-même réalisé un certain nombre de documentaires, Vérité par l'image de Nuremberg au procès Milosevic en 2014, et a réalisé un film de Nuremberg, les nazis face à leurs crimes. Autrement dit, à la fois il utilise l'image et le film comme source, mais il s'est attaqué au fait de lui-même s'initier en tant qu'historien à un nouveau type d'écriture de l'histoire, qui est l'écriture filmique. Enfin, Julien Neutre, qui est directeur de la création des territoires des publics au CNC depuis 2016, à l'instigation duquel cette table ronde, lui, Julien et le CNC, est organisée. Mais je préciserai aussi que Julien Neutre a également une double casquette, puisqu'il est docteur en histoire et qu'il a consacré sa thèse à Rome, une ville ouverte au cinéma, entre vision mythologique et géographie sociale de 1945 à 1970, sous la direction de qui? De Christian Delage. Voilà,
boucle se referme d'une certaine façon. Et moi-même, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-Créteil. Je suis comme je disais tout à l'heure, une historienne un peu scrongnueuse, c'est-à-dire je travaille sur des archives, papier, etc., sur l'Italie du 19e siècle, mais j'ai créé un master d'histoire publique à Créteil en 2015, et de ce fait, eh bien, ces problèmes de médiation de l'histoire académique m'intéressent particulièrement. Voilà donc la brochette, si je puis dire, qui vous est proposée aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui est vraiment important parce qu'il est en train de se développer à toute allure, sur lequel les uns et les autres, vous avez sans doute des avis assez tranchés, et c'est pour ça qu'on aimerait laisser un petit peu de temps pour des questions à la fin de cette présentation. Et donc, je voudrais tout de suite poser une première question à Julien Neutre. Pourquoi est-ce que le CNC a organisé cette table ronde qui rassemble finalement des personnes qui ne se rencontrent pas très souvent? Donc des youtubeurs, des historiens intéressés par l'image, des historiens moins intéressés par l'image. Voilà, pourquoi cette rencontre? Le CNC, c'est le Centre national du cinéma, mais aussi de l'image animée. On existe depuis 70 ans, et depuis 70 ans, on accompagne le secteur du cinéma plus l'image animée à toutes les étapes de la réalisation et de la construction des œuvres, de l'écriture à la production, en passant par la distribution, la diffusion, y compris les salles de cinéma. Donc tous les maillons de cette chaîne sont soutenus, accompagnés par le CNC qui s'est sans cesse dans son histoire adapté à l'évolution des technologies de l'image. Donc il y a eu l'intégration de tout le champ audiovisuel dans les années 80 et au cours des années 2000, progressivement, de ce qu'on appelle les nouveaux médias, la création numérique et le nouvel écosystème, si je puis dire, qu'on a intégré récemment, sous l'impulsion de ma présidente Frédérique Bredin, c'est tout le monde des plateformes et de l'Internet gratuit qui a grandi dans un premier temps sans nous, de manière spontanée. YouTube a maintenant à peu près 10 ans d'existence. Et le CNC, en fait, intègre ces écosystèmes d'une double manière, selon un grand principe d'intégration de l'aval qui finance l'amont, c'est-à-dire ceux qui profitent de la valeur ajoutée, on va dire, des images, les diffuseurs, financent la création, les auteurs, les producteurs, tout ça au profit du renouvellement de la création et de la diversité de cette création-là. Donc pour intégrer cet écosystème, il fallait intégrer d'abord les plateformes. Et c'est chose faite depuis 2016, où on a fait voter au Parlement, par l'Assemblée nationale, le principe d'une taxation des géants de l'Internet, et notamment de YouTube, une taxe qui a été appelée dite YouTube, et qui permet, nous, d'avoir des fonds qu'on peut mettre à la disposition, qu'on redistribue à tous ceux qui font des créations sur ces plateformes. Donc ça a donné lieu, très concrètement, au lancement d'un fonds d'aide qui s'appelle le fonds CNC Talent, où on alloue des moyens financiers à tous les créateurs, à tous les vidéastes du web. Et ça, c'était très important pour nous, de les reconnaître en tant que créateurs et de les accompagner dans leur professionnalisation, de leur permettre d'avoir les moyens d'aller au bout de leurs ambitions, mais déjà de les reconnaître aussi dans la diversité de ce qu'ils faisaient, et de faire en sorte, et ça c'est le deuxième grand objectif, qu'évidemment la qualité et la diversité de ce qui est proposé sur ces plateformes soit la plus grande possible, parce qu'on est face à un enjeu politique majeur vis-à-vis des publics, et notamment des jeunes publics, pour qui c'est plus du tout un nouveau média, comme nous on peut encore l'entendre parfois, mais bien souvent le premier média, voire le seul média. Et donc il y a un enjeu aussi de transmission, d'éducation qui était particulièrement important. Et ça nous permet d'atterrir aussi sur le pourquoi de notre présence aussi forte au rendez-vous de l'histoire cette année. Évidemment, la thématique, la puissance des images, qui avait été d'ailleurs initiée par ma présidente avec Francis Chevrier, cette idée de mettre comme ça l'importance des images en discussion lors des rendez-vous de l'histoire. Et nous, notre responsabilité en tant que promoteur et accompagnateur de cette création d'images contemporaines, évidemment, c'est quelque chose qui nous interroge sans cesse. Et depuis quelques années, on a lancé une politique beaucoup plus volontariste sur les thématiques et les talents qu'on voulait faire venir à
à nos écritures audiovisuelles et cinématographiques. Pendant longtemps, on a un peu subi des flux de propositions et on s'interdit plus, voire on provoque des incitations pour aller chercher des types de projets, d'œuvres et des types de talents qu'on estime être sous-représentés dans notre secteur. Toujours pour garantir cette diversité qu'on puisse offrir à tous les publics. Et donc parmi les priorités que ma présidente a définies, il y a l'histoire. Et donc ça s'est traduit par un certain nombre d'initiatives, et notamment une aide très concrète, sonnante et trébuchante de bonus pour les documentaires historiques, donc qui sont mieux financés, mieux aidés par le CNC, pour inciter les diffuseurs et les producteurs à proposer des œuvres ambitieuses en la matière. Et puis, en préparation de ces rendez-vous de l'histoire et en lien avec ce fonds CNC Talent, donc, qui intègre les vidéastes du web, on a fait l'expérimentation d'une rencontre très littérale entre ce monde-là et les historiens. Et donc, ça s'est traduit, et je vais les laisser raconter évidemment leur expérience, mais par la mise en relation, le mariage, si je puis dire. J'ai joué le rôle d'entremetteur entre Cyrus et Christian. Je vous annonce voilà, le mariage en direct. Et 10 autres historiens et historiennes, dont Catherine, et qui a donné lieu à une série de vidéos, une histoire, une image, où l'idée c'est vraiment que l'historien et le youtubeur soient co-auteurs de sa vidéo, et des vidéos qui vont être révélées ce soir lors du marathon des images. Bien, merci pour cette explication à la fois institutionnelle et puis bon, je dirais sur le fond. Alors il y a une deuxième question qui, je crois, est une question que se posent beaucoup de personnes regardant des vidéos d'histoire sur YouTube, et qui est une question que je voudrais vous poser à tous. Donc, quelle est, à votre avis, la principale difficulté pour mettre de l'histoire en vidéo? Est-ce que vous en avez rencontré? Et comment est-ce que vous l'analysez? Et comment est-ce que vous la contournez d'une certaine façon? Comment vous arrivez à résoudre ce problème de mettre l'histoire en vidéo? Vous savez que généralement, on trouve que l'histoire, c'est trop complexe pour être mis dans une vidéo qui fait 7, 8, 10 minutes. Alors, je vais d'abord poser la question à nos 3 youtubeurs qui ont dû quand même être confrontés à cette question ou à des réactions de personnes qui regardent leur production, et puis peut-être aussi à Christophe Delage. Je dirais que la principale difficulté, c'est pas de mettre l'histoire en vidéo, c'est de faire comprendre l'intérêt de la mettre en vidéo. Donc peut-être que je vais être hors sujet par rapport à la question. En effet, on est confronté, alors pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, moi par exemple j'ai un ton qui est potache, etc. Et j'ai souvent reçu des critiques, j'en reçois souvent du type c'est léger, donc le fond est léger. Et c'est un raccourci, et la forme et le fond c'est à différencier évidemment. Donc moi je trouve que ce qui est plus compliqué, moi en tant qu'historienne du coup, puisque j'ai une formation d'historienne, ça ne me pose pas de difficulté de mettre l'histoire en vidéo. Faire un sujet concis en 15-20 minutes, c'est déjà ce que je fais en tant que chercheuse quand je dois faire une présentation dans un colloque qui dure seulement 20 minutes, par exemple. Donc c'est les mêmes problématiques qu'un chercheur peut avoir, ou quand il faut publier un article de seulement 20 pages, et on fait des choix, on choisit un axe précis, on ne développe pas forcément tout et on laisse certaines choses de côté. Voilà, c'est la même chose pour moi. Par contre, le fait que ça soit sur YouTube, ça change maintenant beaucoup puisque les institutions s'y intéressent, mais il y a toujours un espèce de cliché tenace de ah c'est YouTube alors c'est pas sérieux, puis c'est des gens qui font des vidéos dans leur chambre, etc. Ensuite le fait qu'il y ait de l'humour par exemple, ce genre de choses, c'est il y a certains passionnés d'histoire qui considèrent que l'histoire c'est sacré, grandiose, il ne faut pas y toucher, elle a dit des gros mots. Et en fait, moi c'est ça qui me pose difficulté, c'est pas mettre l'histoire en vidéo, ça me pose pas de difficulté en fait parce que ça m'est égal, mais j'essaye de faire comprendre ça. Mettre l'histoire en vidéo, ça me pose les mêmes problématiques que quand je dois faire un article concis ou une présentation concise en tant que chercheuse. Ça pose d'autres problématiques qui sont, il faut que je m'adresse à quelqu'un à un public qui ne connaît pas du tout. Donc là, je vais essayer de réfléchir
à comment absolument tout expliquer, peut-être en effet laisser certaines choses de côté, enfin faire des choix, pareil. Mais faire comprendre que c'est pas parce qu'on fait des grimaces que le fond est erroné, ça c'est plus compliqué de la part de certains milieux. Donc moi je trouve que la difficulté elle est plus là, faire comprendre l'importance de... Enfin, et le pouvoir de médias comme YouTube, etc., quand on sait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne regardent plus la télé, enfin bref, à des milieux qui sont parfois un peu réfractaires à tout ça, encore très élitistes, etc. Donc la difficulté de mettre l'histoire en vidéo, pour moi, c'est pas... Enfin, il y a plein de questions qu'il faut se poser pour le faire, mais c'est pas ça le plus difficile pour moi, c'est comment c'est reçu du fait qu'on fasse des vidéos et qu'en plus ce ne soit pas des vidéos à la télé, ce soit des vidéos sur YouTube. Moi j'ai ressenti quand même une forme de difficulté à mettre l'histoire en vidéo. Par exemple, on parlait d'un de mes projets qui s'appelle l'Anti-Sèche, où effectivement il y a des vidéos pour tout le programme du secondaire. Et, on prépare le brevet et le bac, en gros. Et donc il y avait une vidéo d'histoire où on a parlé du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, communisme versus capitalisme, etc. Et en fait, quand on a travaillé avec les auteurs là-dessus, à un moment j'ai vu une première version et je me suis dit ok, je trouve pas ça normal qu'il y ait tant de points de critique sur le capitalisme et beaucoup moins sur le communisme par exemple. Et donc je comprends pourquoi ça a été fait, etc. Mais faut être juste, faut qu'on soit juste. Et en fait le risque, je trouve, c'est de réécrire un peu l'histoire en la mettant en vidéo. Et donc moi, une de mes difficultés principales, c'était ça, c'était être juste, être d'une certaine manière le plus objectif possible, bien que ce soit pas vraiment possible. Donc ça, c'était ma difficulté numéro 1. La difficulté numéro 2, c'est, et on en parlait hier dans une table ronde, mais il y a certains mots qui, je trouve, qui ont beaucoup de sens et qui marchent super bien à l'écrit, et je trouve en vidéo, rendent moins bien. Et par exemple, je sais rien, mais si je vais vous dire, dans une vidéo, si je dis c'est nonobstant et saugrenu, par exemple, bah c'est bizarre de dire ça. On ne parle pas comme ça. Voilà. En tout cas, moi je ne parle pas comme ça. Et donc je vais utiliser d'autres termes qui vont du coup peut-être changer un petit peu le sens. Et donc ce sens-là, il faut qu'on le retrouve quand même. Donc je vais peut-être devoir ajouter d'autres choses, ou à l'image il va se passer autre chose, etc. Bonjour à tous, toujours. Bon, je suis un petit peu d'accord avec le discours de mes camarades. Moi, de mon côté, c'est posé relativement vite un souci aussi, ça a été le fait que moi, je n'ai pas de background d'histoire. J'ai fait 6 mois de fac d'histoire et j'ai arrêté pour m'orienter vers l'audiovisuel. Donc, très tôt, la peur que j'avais les compétences audiovisuelles pour réaliser du reportage ou des podcasts, mais je me suis dit, bon, si je vais vers tel sujet, je ne suis pas à l'abri de louper éventuellement le truc important qu'il ne fallait pas louper. Donc assez rapidement, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec des historiens pour relire notamment les scripts ou même en amont pour avoir des conseils de biblio et assainir un petit peu le process de travail. Et puis après ça, il y a eu toute la question du public, à qui on s'adresse. C'est-à-dire très rapidement, j'ai vu que mon public c'était 18-35 ans, très majoritairement, parce 80% de la cible environ. Et peut-être parce que c'est hérité de ma pratique audiovisuelle avant et du film institutionnel, j'ai tout de suite vu que j'allais pas pouvoir faire l'unanimité avec un seul format, donc j'ai développé plein de formats qui s'adressent à plein de types de personnes différents. Et je ne pouvais pas écrire une chronique d'histoire que j'allais présenter à des enfants entre 8 et 10 ans, comme j'allais la faire pour des gens qui ont déjà un background, qui ont la trentaine, et qui attendent une chronique beaucoup plus poussée de 15-20 minutes. Donc il y a eu tout ce travail-là aussi, où sur des épisodes pour les enfants, il faut adapter le langage, et c'est extrêmement important. Et je dirais que les épisodes pour les enfants, c'est peut-être parmi les plus durs à écrire, parce qu'il y a effectivement ce risque de passer à côté ou de détourner, donc il faut faire très attention. Écrire l'histoire sur la forme vidéo, c'est aussi la montrer et montrer les images. La difficulté qu'il peut y avoir aussi parfois, c'est l'iconographie, ce qu'on va mettre dedans. Et typiquement sur YouTube, je sais qu'au départ on avait cette pression de la part de YouTube qui, si on n'avait pas les droits de certaines images, eh bien supprimait nos vidéos ou les démonétisait. Donc ça c'était une pression un petit peu compliquée.
C'est pour ça que mes premières émissions, c'est que du podcast face caméra, où on me voit, c'est très mégalo. Et finalement, ça avait que d'intérêt, parce que l'histoire, il faut qu'on puisse la montrer. Donc très rapidement, on a été pas mal de vidéastes à s'affranchir de ça, et à envoyer un peu balader toutes les questions d'ayant droit pour diffuser ce savoir gratuit sur Internet. Aujourd'hui, finalement, on a l'impression que les institutions prennent de plus en plus la mesure de ça. C'est pour ça qu'on a réussi à travailler avec le CNC. Je travaille aussi avec le CPAD, qui est, on va dire, le département audiovisuel de l'armée, qui peut fournir des images sur la Première Guerre mondiale. Donc il y a des avancées, et ça c'est plutôt bien, et c'est plus facile aujourd'hui de le faire. En respectant les ayants droit, donc de plus en plus, parce que bon, ça se bouge de ce côté-là aussi, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'on était confronté à un moment donné à ce problème, et aujourd'hui ça va de mieux en mieux. J'ai l'impression que sur les périodes plus contemporaines, c'est-à-dire moins de 50 ans, ça reste encore bien galère en termes d'illustration. C'est plus facile d'illustrer un truc pour moi sur la Première Guerre mondiale qu'un truc sur De Gaulle, quoi. Mais voilà. En gros, je suis assez raccord avec mes camarades, il faut adapter le ton, et finalement l'objectif de la vidéo, c'est pas de faire une thèse à chaque fois, c'est un point d'introduction qui va permettre aux gens qui s'y intéressent comme à ceux qui ne s'y intéressent pas de rentrer par cette petite porte pour ensuite se frayer leur propre chemin dans tout le corpus qui existe sur les sujets. Mais pardon, mais juste simplement sur ce que tu disais, Cyrus, sur le fait de son premier point d'être juste, je pense que c'est surtout être objectif du coup, on tend vers l'objectivité puisque l'objectivité totale est illusoire. Ça c'est pas spécialement lié aux problématiques de faire de l'histoire en vidéo, c'est tout simplement faire de l'histoire quoi. Ces questions que tu t'es posées, pourquoi je traiterais plus ci ou ça, c'est pas propre au format vidéo même ça. Oui, mais en fait vu que je fais pas l'histoire autrement, c'est pour ça que je comprends. Oui, non mais Oui, c'est intéressant de vous écouter tous les trois. Moi, mon expérience, c'est celle d'un documentariste, donc c'est assez différent évidemment de ce que vous faites, dans la mesure où nous, tout dépend de la chaîne avec laquelle on travaille. Si on travaille avec Arte, il y a une exigence d'écriture. Si on travaille avec d'autres chaînes, il peut y avoir l'idée qu'il faut toucher un grand public, mais ça reste vague, disons, la cible, les gens qui vont voir le documentaire, alors que pour vous, déjà ça se comptabilise, ça monte, ça descend, enfin, j'espère que ça monte plutôt pour vous. Et puis forcément, vous devez vous poser la question de à qui vous vous adressez, parce qu'on ne peut pas parler de la même manière à quelqu'un qui a 15 ans, et puis quelqu'un qui est un chercheur déjà confirmé. Donc ça veut dire que ça suppose une adaptation. Quand il y a une source originelle, ce qui était le cas pour la série Une image, une histoire, donc là, Cyrus a dû composer avec ce choix d'image d'une part, et ensuite le texte que les historiens ont écrit, alors que vous, évidemment, vous avez la liberté de choisir ce qui vous intéresse de faire. Alors, je dirais juste un mot plutôt de la série Une image, une histoire, parce que c'est vraiment l'expérience qu'on vient de vivre récemment. Donc, c'est vrai que bon, l'idée de pouvoir s'adresser à des publics auxquels on ne pense jamais à la télévision, puisqu'au fond, il y a le jeune de 15 à 20 ans, il n'existe pas, il y a très très peu d'émissions qui sont faites pour lui. Il y en a eu dans le temps, des émissions de musique par exemple, qui avaient fait Antoine Decaunes ou d'autres de ça, mais depuis ils sont très rares. Donc il y avait cette considération-là. Et puis il y avait l'idée que les historiens, les historiennes puissent comprendre un peu quelles sont les problématiques de la médiation audiovisuelle, donc là dans le cadre de ces vidéos YouTube. Alors je dirais qu'il y a trois choses. La première dans ce que vous faites, c'est qu'il y a une incarnation. C'est clair, c'est que vous êtes à l'image, vous incarnez votre chaîne, et les gens vous connaissent physiquement, vous reconnaissent dans la rue, etc. Je pense que c'est vraiment lié à votre capacité de communication, à votre aura, à votre talent, davantage que dans les sujets précis que vous abordez. Enfin, la première considération, c'est cette incarnation. La deuxième, c'est votre capacité effectivement à rassembler des sources qui vous permettent de montrer quelque chose, je dirais, de manière très simple. Et puis la troisième, c'est s'il y a un dialogue qui s'instaure avec l'historien, comment ça se passe? Alors c'est vrai que dans la première expérience, on a fait 2 pilotes, et l'un des historiens qui était concerné s'est un peu étonné qu'il n'a
parliez, enfin, est-ce que tu t'en parles en l'occurrence de cela, parce que si on essayait de faire un juste milieu entre ce que vous représentez et ce que nous sommes, on n'allait pas y arriver, quoi. C'est-à-dire qu'on allait se trouver entre deux rives. Donc on a vraiment dit avec Julien, il faut assumer le fait que c'est Cyrus qui va incarner cette série et rendre clair qu'il s'inspire et qu'il porte le discours, le texte écrit par les historiens. Alors après, la question de l'image, elle était relativement simple, c'était une image. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours eu des images de très bonne qualité en termes de définition, c'est quand même une contrainte. Et ensuite le texte. Alors c'est vrai que l'expérience que j'ai pour avoir travaillé avec des historiens il y a longtemps, qui n'avaient jamais eu l'expérience audiovisuelle, bon, pour ne pas les citer, Henri Rousseau, Denis Péchanski, il m'avait laissé faire le film sur les voyages de Pétain, à Montoire, justement, entre autres. Et il m'avait dit, bon, par contre, hein, le commentaire, c'est pour nous, ça, parce que sous-entendu, ça c'est sérieux, ça c'est d'écriture. Combien de feuillets? Alors je lui dis, mais c'est pas des feuillets, ça va être des secondes. Et là, ils ont compris, d'abord que c'était difficile. C'est pas, comment dire, on s'abaisse pas vers quelque chose, on perd pas de la connaissance, simplement il faut arriver à faire passer selon un temps. Et donc Henri revenait, disant voilà, là j'ai fait 10 secondes, là je dis non, c'est pas 10, c'est 8. Et reprends ton texte. Enfin, au bout du compte, il a compris que, voilà, et donc je pense que c'est ce genre d'expérience que Catherine a l'habitude de faire avec ses étudiants en master, c'est-à-dire au fond de se colter à des questions qui sont des questions par lesquelles il faut d'abord passer avant de pouvoir maîtriser d'une manière ou d'une autre le processus. Et puis ensuite, je dirais que après ça, dans les 11 vidéos qui ont été faites, bon, c'est forcément, il y en a qui nous accrochent plus que d'autres, mais ça c'est aussi lié comment dire, à notre propre réaction de spectateur et donc qualité d'image, etc. Merci. Peut-être pour, je ne sais pas si tout le monde est au courant, pour le marathon des images, donc en fait ce soir, pendant 5 minutes, on commentera une image et pour un certain nombre d'entre nous, on a envoyé notre texte à Cyrus, qui l'a d'une certaine façon, pas réécrit, mais qui l'a adapté et qui s'est donc filmé avec ce texte adapté et les images qu'on lui avait envoyées. Donc au fond, le travail d'historien était déjà un peu mâché, c'est-à-dire et ce qui est important aussi, c'est le problème du format. C'est-à-dire qu'on a été obligé, historiens, de proposer un format extrêmement court. Donc de nous réfléchir aux capacités déjà de synthèse d'un travail préalable. Alors je ne vais pas continuer là-dessus, moi je pense quand même que l'histoire dans la vidéo, c'est pas particulièrement compliqué, mais que en fait c'est un moment du travail historique qui se prête particulièrement bien à la vidéo. C'est-à-dire que c'est le pitch, la problématique, la substantifique moelle d'un travail qui peut avoir été extrêmement long, extrêmement documenté en amont, hein, et donc on peut alors là effectivement assez facilement restituer les résultats, hein, la problématique et les résultats. Donc on ne parle pas effectivement peut-être de la même histoire à ce moment-là, mais je laisse ça ouvert parce que j'ai une autre question qui moi m'importe beaucoup et que je voudrais aussi vous poser à tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des champs quand même très vastes de la médiation de l'histoire. Ça part de formes d'écriture écrite, papier, enfin de livres, d'articles, il y a bien sûr la vidéo, mais il y a les jeux, il y a les serious games. Autrement dit, il y a un ensemble très vaste de vulgarisation de l'histoire, de moyens de vulgariser l'histoire aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi la vidéo, quels sont les avantages de la vidéo dans l'ensemble de ces moyens mis à disposition. Et puis aussi, on parle beaucoup de multimédialité, c'est-à-dire de complémentarité entre des médias différents. Et est-ce qu'il y en aurait d'envisageable pour la vidéo? Dire, bon, les webdocus, par exemple, on a plusieurs niveaux d'interprétation. Voilà, mais en tout cas, quel est pour vous qui le pratiquez, l'avantage de la vidéo dans la médiation de l'histoire? L'avantage, comme on le disait tout à l'heure, en tout cas sur YouTube, c'est qu'on incarne
finalement. Ça peut être un avantage comme un désavantage, hein. Faut bien peser le pour et le contre, puisque sur YouTube, le fait d'incarner, donc de fidéliser aussi une audience de par notre personnage, fait qu'il peut y avoir des programmes qui sont nuls, hein, qui font de la désinformation, mais qui font des vues, parce que justement c'est incarné, et que les personnes se sont attachées à cette figure. Donc c'est à double tranchant, et ça faut y faire vraiment très attention. Maintenant, l'avantage, c'est aussi la liberté de ton qu'on a. On n'a pas de contraintes en termes de temps sur nos montages, donc on peut faire passer l'info comme on la veut finalement, et se servir de tout ce dont on a besoin. Typiquement, moi je me sers beaucoup de films. J'ai un format Motion versus History où je détourne des films issus de la pop culture, Star Wars, Harry Potter, même Pokémon, et grâce à ça, en allant chercher des images des films, je peux réussir à capter un auditoire qui a un affect très particulier à ces figures issues de la pop culture, et à les détourner pour leur servir finalement un petit peu d'histoire. Game of Thrones, il y a le Mad King, le roi fou qu'on peut identifier à Charles VI. Dans Star Wars, il y a tout un aspect japonisant aussi qui peut être assez intéressant d'aller chercher. Pokémon, ça peut évoquer les combats d'arène à Rome, et pouvoir montrer tout ça, la force du visuel, c'est extrêmement intéressant et c'est assez percutant. L'autre avantage qu'on a, nous, sur YouTube, c'est aussi le fait que l'on puisse interagir avec le public, qui nous fait ses retours directement sous la vidéo. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir, assez rapidement après la diffusion de la vidéo, un premier débrief de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas dans nos vidéos. Et donc, on peut en tenir compte sur l'exercice des prochaines réalisations. Et ça, c'est particulièrement intéressant, je pense, comme force de la vidéo sur le web, parce qu'encore une fois, les vidéos qu'on fait sur YouTube, c'est pas exactement les mêmes formes que des vidéos qui seraient disponibles sur du docu-télé ou des choses comme ça. Et même, enfin moi je sais que j'ai un format reportage qui est finalement un format un petit peu bâtard entre ce qui existe sur YouTube et le docu-télé. Ça va être un espèce de reportage qui va être ultra condensé, où je me dis, j'ai sorti des reportages de 20 minutes, je les adapte à la télé, ça dure 1h30 en fait, parce que je prends un peu moins le temps, il y a un débit qui est très rapide, et ça c'est adapté aussi à la cible qui suit les émissions sur YouTube, puisque les gens sont habitués à ce que ça parle assez vite sur YouTube, et je sais que sur certains formats, ou même chez certains vidéastes qui parlent très rapidement, si on montre ça à quelqu'un qui n'a jamais été sur YouTube, il va se dire, oh la vache, c'est un petit peu compliqué à suivre. Et à contrario, des personnes qui sont habituées à suivre des trucs sur YouTube vont aller regarder un docu-télé en disant, c'est chiant, c'est long, on va le regarder à vitesse 1,5, voilà. C'est quelque chose qui arrive. Je peux être que d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai pas grand chose à rajouter. Moi je l'ai pas spécialement réfléchi. L'avantage de la vidéo, je l'ai pas spécialement réfléchi en fait. Il n'y a pas eu de démarche de ah super, avec la vidéo je vais pouvoir faire passer ça que je peux pas faire passer autrement. C'est plus j'ai fait, ça m'a plu. J'ai vu que ça pouvait plaire et que ça pouvait fonctionner, et qu'effectivement ça pouvait aller chercher un autre public ailleurs. Donc j'ai développé l'activité. Puis dans ce sens-là, et je pense que c'est aussi parfois des heureux hasards qui débouchent sur ce genre d'expérience. Si je comprends bien l'image, le format, la rapidité, le fait que ça va vite, et la liberté de traiter au fond ce que vous voulez. D'accord. Ouais, et puis... et l'interaction avec, effectivement, le public. Je pense qu'il faut aussi souligner que, en fait, aujourd'hui, c'est inévitable, la vidéo. C'est-à-dire que c'est 15% il y a une stat qui est sortie il n'y a pas longtemps, 15% du trafic mondial du web, c'est de la vidéo. Oui. Donc, 75. 75, ok. Allez, très bien. C'est énorme. C'est vraiment incontournable. Voilà, donc c'est beaucoup plus incontournable que ce que j'avais en Ça tête. va très très vite. C'est vrai pour nous, alors, la puissance des images, mais on est dans un monde d'images en effet, et ce qui soulève aussi l'enjeu l'éducation à l'image. Vous, évidemment, c'était très naturel d'aller vers les images, mais vous y avez apporté une forme de réflexion, vous avez un rapport aux images très construit et finalement très réfléchi chacun. Vous avez fait des choix très forts dans la construction de vos vidéos.
on est face aussi à des pratiques, notamment auprès des plus jeunes, d'enregistrement un peu spontané et moins construit, et une moindre attention aux effets de construction et de ces images qu'on reçoit ou qu'on transmet. Et pour nous, évidemment, il y a un enjeu très très fort dès le plus jeune âge à apprendre à lire et écrire des images, comme on apprend à lire et à écrire. Et dans ce cadre-là, on est très volontariste sur l'éducation à l'image. Avant-première, pour vous annoncer une initiative que notre ministre a annoncée en début d'année, donc qui va être mis en place dès cette année scolaire. On a préparé un kit qu'on appelle l'atelier cinéma et qui va permettre de manière physique et numérique de faire à toutes les classes de CM1, CM2 et 6e en France un petit court-métrage en classe, dans le temps scolaire. Et donc de se confronter collectivement à ce qu'est une construction d'une vidéo courte, mais en se posant des questions de construction du scénario, des choix de cadrage, des choix à faire aussi au montage, et des choix à faire en collectif. Parce que construire des images, alors vous êtes un peu souvent des contre-exemples, et ça vous pourrez témoigner de votre pratique et comment vous avez construit les choses personnellement, mais vous arrivez à tout faire un peu tout seul, mais on est dans des métiers aussi souvent assez industriels, quand on va vers le documentaire, du visuel classique, au cinéma, où il faut savoir collaborer avec des corps de métier et dialoguer avec des corps de métier très différents. On fait rarement seul un projet cinématographique et audiovisuel. Et c'était aussi l'intérêt d'expérimentation sur la construction de cette série vidéo Une image, une histoire, de faire travailler ensemble en co-auteur, chacun à sa place, chacun apportant sa compétence, son expérience, un vidéaste et un historien, et faire le pari que cette confrontation d'expérience et de compétences donnera le meilleur de chacun au service d'un public, en effet, qui est beaucoup plus large et souvent un public que les historiens traditionnels atteignent peu via leur médiation traditionnelle. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure parce que avant quand même, moi il y a une question, enfin il y a en tout cas une question, un reproche, une épée de Damoclès qui est souvent d'ailleurs mentionnée dans les journaux. Il y a eu un numéro de Télérama là-dessus sur cette question, est-ce qu'à un moment donné, finalement les vidéos bien faites remplaceront les enseignants? Alors moi je vais poser la question à Christophe Delage, qui est enseignant-chercheur, parce que évidemment ça nous fait un peu frémir, on dit ok, c'est pas possible, absolument pas. Mais dans un premier temps, je voudrais quand même savoir ce que tu en penses, parce que on le voit très souvent, c'est-à-dire que dans des présentations, des youtubeurs, de YouTube, etc., il y a toujours à un moment donné la question, mais alors au fond, est-ce que ça ne peut pas aisément remplacer les enseignants? Alors, il y a eu je ne sais plus combien, il y a quelques années, cette vague de faire des MOOC. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire au fond de filmer les enseignants ou de faire des choses plus compliquées, sans la présence forcément d'un enseignant, et que ça puisse se substituer à lui, ou en tout cas que ça puisse, après tout le CNDP, le Centre national de documentation pédagogique, ça fait longtemps qu'il fait de l'enseignement à distance, pour ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils travaillent ou pour une autre raison, suivre les cours. Moi, là je parle plutôt de mon expérience, je pense que moi, ce que je crois, c'est que la présence d'images dans le cours, elle est extrêmement importante et très appréciée. Que l'image puisse se substituer, soit en tant que telle, soit parce qu'il y aurait un MOOC ou quelque chose du même genre à l'enseignant, j'y crois pas un instant, dans la mesure où, c'est d'ailleurs une question que j'aimerais que les youtubeurs sur lesquels j'aimerais qu'ils s'expriment, c'est que on est quand même dans un monde où, à cause de la viralité des réseaux sociaux, circulent des fausses informations, ou en tout cas ce qu'on appelle des visées complotistes, vous voyez, qui tout de suite, sur un événement donné, va dire « Ah mais non, mais ça s'est pas passé comme ça, mais non,
Kennedy n'a pas été assassiné, mais non, ceci, cela. Enfin, vous voyez, des trucs qui sont pour nous énormes, mais qui arrivent quand même à passer, et les gens disent, oh oui, peut-être, et ça instille du doute, et donc c'est très très mauvais. Voilà. Alors, en plus, le problème, c'est que la viralité, c'est très rapide, c'est très condensé, puis ça disparaît, puis enfin, il n'y a pas de pérennité. Alors, ça peut être un bien plutôt qu'un mal par rapport à des visées complotistes, mais enfin, ça, c'est un vrai danger. Et donc on passe notre temps à nous dire, oui, mais alors l'image, c'est de la manipulation, alors comment vous faites par rapport à ça, comment vous en limitez les effets négatifs, alors nous, on passe notre temps à être dans une relation constructive avec l'image, enfin, pas, voilà. Donc ça, j'aimerais vous entendre, enfin, je me permets de vous poser cette question sur ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est une menace permanente. Pour moi déjà, un des gros problèmes et qui dépasse largement le cadre de la vidéo finalement et de l'histoire sur YouTube, c'est qu'aujourd'hui encore, on manque en France d'une véritable éducation numérique. Et ça c'est un réel problème, parce que si on n'éduque pas les enfants des plus jeunes âges à cette consommation massive des images et du coup au recul critique qu'il faut avoir sur cette consommation d'images, c'est compliqué pour eux d'aller se protéger. Et on est encore dans une période où eh bien, il y a plein de jeunes qui sont laissés sur Internet dès 10-15 ans à regarder des programmes. Leurs parents n'étant pas familiers forcément avec l'outil Internet, ils ne s'y intéressent pas forcément ou ils n'ont pas le revenu nécessaire eux-mêmes pour faire cet exercice d'esprit critique. Et donc, bah, c'est des gamins qui sont laissés à eux-mêmes. Et c'est très facile, on tombe très facilement dans ce panneau-là, puisque on sait bien, la puissance des images fait que la manipulation est aisée. Et moi, honnêtement, mes parents n'avaient absolument pas de cette culture du recul, de la critique sur les programmes qu'ils consommaient. Honnêtement, bon, quand j'avais 15-16 ans, ouais, les théories du complot, c'était séduisant. Quand je voyais des documentaires me racontant que l'avion ne s'était pas craché dans le Pentagone, c'était hyper séduisant. Et si j'avais pas eu des gens à côté pour me dire non mais regarde, prends un petit peu de recul, examine comment ce film est réalisé, les raccourcis qu'ils font pour te faire croire quelque chose, eh ben, peut-être que je serais toujours complotiste. Donc il y a déjà ce problème-là, numéro 1, qui est l'éducation à l'image et l'éducation au numérique dans sa globalité, qu'il faudrait renforcer vraiment en France dès maintenant. Et j'ai l'espoir que ça s'améliore un petit peu, puisque de plus en plus de jeunes qui vont être de futurs parents vont être armés, de plus en plus armés pour se défendre, et vont pouvoir enseigner ça aussi à leurs enfants. Maintenant, de l'autre côté, le meilleur moyen, je pense, pour se protéger de ces fake news et rassurer le public, c'est de montrer patte blanche. Et je pense qu'on le fait tous, c'est-à-dire toujours citer la biblio, les sources, les gens, les collaborateurs avec qui on a travaillé, et ça, tout de suite, ça peut rassurer et les gens qui regardent et les institutions. Et on voit bien, enfin, s'il y a un type qui nous sort une vidéo totalement négationniste et qui dit mais vous inquiétez pas, j'ai fait avec des historiens, et que les historiens qu'il cite, c'est que des gars qui sont reconnus comme étant borderline, bon, à partir de ce moment-là, on peut nous tirer les conclusions. Encore faut-il que les gens aillent dans la description, cliquent sur le truc, c'est compliqué de pouvoir prendre le temps aussi pour quelqu'un qui visionne, de s'assurer de tout ce qui est dit, et c'est pour ça que le danger aussi, c'est que les personnes commencent à nous faire confiance aveuglément, et je pense que tous, dans des vidéos, on a déjà fait des petits gags où on balançait une ou deux informations, même 3 informations à la suite totalement fausses, et on marquait une pause dramatique en disant hey, je rigolais, en fait c'est pas vrai. Enfin, je me souviens, moi c'était sur les différentes, c'était sur la peine de mort, et donc je citais quelques condamnations à mort qui avaient pu être pratiquées dans l'histoire, et à un moment donné je disais ouais, les Inuits ils foutaient des gars sur le bord de la banquise attachés à un poteau, et les orques arrivaient pour les bouffer. Et en fait il y a plein de gens qui réagissaient directement dans le commentaire en disant oh, c'est incroyable machin, et une minute après, je disais, bon, si vous avez gobé ça, c'est que franchement, enfin, prenez du recul, quoi. Et les types commentaient en disant, ouais, c'est vrai, j'étais con, j'ai réagi beaucoup trop vite. Donc il y a cette éducation-là, et c'est notre rôle aussi, je pense, de pouvoir toujours dire aux gens qui nous regardent, faites attention et ne prenez pas pour acquis non plus tout ce que nous-mêmes on dit, parce qu'on est faillible aussi, hein, vu qu'on est des humains. L'avantage de YouTube, et après je vous laisse la parole, c'est aussi de pouvoir parfois recommander par exemple en dessous de la vidéo, si on s'est planté à un moment donné ou qu'on a fait un raccourci qui peut être mal interprété, on peut potentiellement le pousser sous la vidéo. Alors ça ne veut pas dire que 100% des internautes vont le voir,
mais c'est quand même un pas qui peut nous permettre de corriger un petit peu le tir. Et sur cette question du contenu erroné qui circule, ou en effet les théories du complot, ça a beaucoup de succès sur internet et énormément de succès chez les jeunes de manière assez dangereuse. Et moi j'ai envie de dire, mais justement les universitaires là, il faut aller sur ces terrains là en fait. Parce que, alors, il y a des gens qui ne sont pas universitaires et qui font du très bon taf, on en a la preuve ici évidemment. C'est pas la question d'avoir des diplômes ou non. Mais si les gens qui savent et qui détiennent le savoir, ils vont sur ces médias aussi, bah, ça pourra aussi contrer ce genre de choses. Enfin, moi je prends l'exemple de Wikipédia qui est évidemment toujours montré du doigt et décrié encore très régulièrement à l'université, mais il n'empêche que le fait est qu'aujourd'hui la plupart des gens qui veulent vérifier une info, qu'est-ce qu'elle fait en premier? La majorité des gens, elle va sur Wikipédia. Donc si on veut que le contenu dessus soit de qualité, au lieu de dire oh bah non mais c'est pas fiable, on sait pas qui a écrit ça, bah allons-y, nous les gens avec des diplômes, etc. Allons participer à ces choses-là, parce qu'on peut pas juste fermer les yeux en disant bah non mais enfin en niant le truc et en disant bah non c'est pas notre problème, c'est pas fiable, et en disant aux étudiants n'allez pas là-dessus, point barre. La réalité du terrain elle est que les gens vont là-dessus. Bon bah à nous d'être sur ces terrains-là, premièrement, et ensuite pour ce qui est de remplacer les profs par la vidéo, moi ayant été prof des écoles et ayant donné des cours en TD de licence, je vote 100% non, mais peut-être qu'avec l'anti-sèche, tu auras un avis plus nuancé que moi. Mais pour moi, les vidéos, elles ne sont pas conçues comme des cours. En tout cas, les miennes ne sont pas conçues comme des cours du tout. Elles sont là pour intéresser, pour mettre un pied dedans. Certaines sont plus ou moins pédagogiques, mais elles sont trop rapides, on ne retient pas les choses à la fin, ou à part peut-être quelques formats, elles ne sont pas faites comme ça. Et je pense que même dans un cours très transversal à l'université, en CM où c'est un prof qui débite un cours, etc., le cours, s'il est bien fait, a priori, il ne sera pas construit comme une vidéo. Il y a des choses qu'on répète pour que les étudiants aient le temps de noter, d'imprimer, etc. Si, évidemment, bon, bah, c'est toujours pareil, il y a des bons enseignants, des mauvais enseignants, évidemment, mais dans une vidéo, les miennes, en tout cas, ne sont pas conçues comme ça. Donc, moi, j'ai absolument pas prétention à remplacer les profs là-dessus. Par contre, ça peut être un biais intéressant pour accrocher, pour d'autres façons, mais pour ce qui concerne mes formats à moi, ils ne sont pas conçus comme, éventuellement comme quelque chose pour, même pas renforcer, mais juste faire entrer, susciter l'intérêt, ça oui. Alors, il y a donc deux sujets. Il y a le sujet de la fake news et le sujet de nos vidéos et des professeurs. Déjà sur la fake news, et j'ai appris cette semaine, et donc je deviens un peu spécialiste de l'à peu près dans cette table ronde, mais j'ai appris cette semaine qu'il y a un organisme d'État qui disait qu'en gros, fake news c'était un anglicisme qui va dire infox maintenant. Voilà, l'infox. Mais en gros, donc je suis totalement d'accord avec toi, effectivement c'est un gros problème au niveau de l'éducation, une éducation des médias et tout qui manque un peu et qu'on est en train de construire, mais c'est aussi un gros problème chez YouTube, c'est-à-dire que dans les gros challenges de YouTube en termes d'algorithme, l'un de leurs gros problèmes c'est que voilà, si on tombe sur une vidéo de complotiste, on est entouré de vidéos de complotistes et en fait on est dans une bulle complotiste et c'est très difficile d'en sortir. Donc eux ils travaillent vachement là-dessus et notamment j'ai rencontré un gars un ingénieur de chez YouTube qui, en fait je sais pas si vous savez mais nos vidéos, tout le vocal est analysé et donc tout est... En fait, il y a un robot qui comprend ce qu'on dit et qui le transcrit et qui sait de quoi parle la vidéo et de ce qu'on raconte dedans. Et donc en fait, ils essaient de repérer comme ça les vidéos complotistes pour moins les mettre en avant, etc. Donc voilà, j'ai un élément de réponse là-dessus. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais voilà, c'est in process. Sur tout ce qui est les cours, alors effectivement, nous, nos vidéos sur l'anti-sèche, elles sont beaucoup plus pensées en termes de révision, donc elles sont faites avec des professeurs et à la fin il y a même une fiche récapitulative qu'on peut même télécharger dans la description. Donc on est vraiment dans une logique d'accompagnement, mais c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire que enfin, on n'est pas professeur, on ne sera jamais professeur. Les professeurs utilisent nos vidéos, elles sont projetées en classe, dans l'introduction par exemple, ou en conclusion, pour finir sur une note un peu plus marrante ou quoi. Mais, on n'a pas vocation à remplacer les professeurs, et surtout, je pense que le point le plus important, c'est que nous, on n'a aucunement envie, enfin, on n'a pas du tout envie d'être...
Si jamais ça doit arriver à un moment, il faut qu'on se mette d'accord pour que ça s'arrête. Bien, merci. Pardon pour conclure, mais est-ce qu'à l'époque on posait ces questions-là à Fred et Jamy par exemple? Est-ce qu'on a dit Fred et Jamy ils vont remplacer les profs? Je ne crois pas. Enfin là c'est le... Ou alors ça m'a échappé si. J'étais trop choquée. Mais les émissions de télé... on considérait que ça allait remplacer les enseignants par exemple? On était inquiets de ça? Oui? Moins parce que ça avait beaucoup moins de circulation en réalité. Je sais pas si ça avait moins de circulation. Enfin bon, écoutez, on est rassurés, vous ne voulez pas les remplacer. En ce qui concerne les fake news, quand même, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Actuel Moyen-Âge, qui est un... Je crois qu'ils ont un compte Twitter et Facebook. Ce sont des jeunes historiens médiévistes et qui, précisément, s'emploient sur un certain nombre de choses à mettre en évidence les erreurs énormes concernant le Moyen-Âge qui avaient circulé, en particulier sur le livre de Zemmour. Là, ils avaient vraiment fait une espèce de récapitulatif de tout ce qui était faux jusqu'à la bibliographie qui avait 40 ans. Donc c'est quelque chose aussi peut-être générationnel. Mais pour revenir à YouTube, en fait, nous, les enseignants, on apprend effectivement à nos étudiants à avoir une approche critique par rapport à l'écrit. Hein, c'est en tout cas l'université, le b.a.-ba, le commentaire de documents, d'où vient le document, le critiquer, etc., etc. De plus en plus, on le fait avec l'image. Donc, on a, enfin, maintenant c'est totalement généralisé, je dirais aussi bien dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, de travailler avec des images et d'avoir une approche critique par rapport à l'image, critique au sens de critique historique. Donc, aujourd'hui, on a des images animées de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses. Alors, comme vous le disiez, avec peut-être des instruments pour les appréhender, les contrôler, qui ne sont pas au niveau, mais je dirais de la même façon qu'on apprend aux étudiants à écrire une dissertation, un commentaire de document, on leur apprend à écrire tout en leur apprenant à être critique sur l'écrit. Je voulais vous demander, mais aussi à Christophe Delage, est-ce que vous pensez que effectivement il ne faudrait pas aller jusqu'au bout de ce que vous avez dit un peu les uns et les autres et introduire au fond des exercices d'initiation alors au montage, à la réalisation de vidéos pour les étudiants. C'est aussi ce que disait Julien, c'est-à-dire que ça leur permet de comprendre comment de l'intérieur on construit à la fois sur le fond et sur la forme. Et moi, il me semble que c'est le meilleur moyen de donner les instruments justement pour avoir un esprit critique par rapport à ces formes de production. Alors moi, ce que je fais qui peut être intéressant parfois, c'est notamment quand je fais des reportages et que dans certains reportages, j'intègre des interviews, notamment parfois d'historiens ou d'autres. Ce que je fais, c'est que j'ai une chaîne bonus, une seconde chaîne, par laquelle je peux orienter les gens, où je mets en fait les interviews sans montage, directement disponibles, pour que les gens puissent directement aller voir à la source, se renseigner sur la personne, et vérifier comment finalement le montage a été fait aussi, parce que sur des interviews de 20, 30, 40 minutes, souvent on prend 30 secondes ou une minute. Donc il y a ça, et ce qui est assez intéressant aussi, alors on ne le fait pas tous, mais YouTube et d'autres plateformes sur Internet, parce qu'on n'est pas que sur YouTube, fait qu'on peut faire des exercices de live. Et moi ça m'est déjà arrivé de faire du montage en live sur ma chaîne bonus justement. C'était pour un docu, un 26 minutes que je réalisais sur le Hellfest et sur l'utilisation de l'histoire dans le métal, dans la musique métal. Et donc en gros, j'avais fait ce qu'on appelle le dérochage, donc je prenais les interviews de tous les groupes que j'avais interviewés, et en direct, dans le logiciel de montage, je présentais déjà les personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient comme musique, quelles étaient leurs influences, et je découpais un petit peu leur discours, et je leur disais voilà pourquoi ça va être intéressant dans le montage, pourquoi ça l'est moins. Là on voit qu'il a une vision qui est plus orientée de par sa musique qui met en avant sa culture, voilà. Et donc il y avait toute cette part de débrief que je faisais en live. Après, c'est des exercices qui sont hyper intéressants, mais qui vont rester beaucoup plus confidentiels. C'est-à-dire que là, j'avais fait 2 lives de 4 heures, donc c'est 8 heures de programme, et tout le monde ne va pas suivre ça, quoi. C'est un peu comme les annexes ou les notes infrapaginales, en fait. Ouais, c'était quoi déjà? Ouais. Non, en fait, je pense
pense que ça rejoint une problématique qu'on soulève depuis le début de cette table ronde, qui est en fait l'éducation aux médias. Et je pense qu'il faudrait effectivement un atelier, par exemple, où on donne des images, des rushs à des étudiants, et qu'on leur dit, ok, faites dire ça à ce rush. Prouvez-nous que... voilà, faites une vidéo de propagande avec ça, par exemple. Enfin, un truc, vous faites une vidéo complotiste. Un truc qui leur permette de se rendre compte à quel point c'est facile de manipuler les images. De la même manière qu'on fait faire effectivement des exercices de débat, on est obligé de prendre un point de vue qui n'est pas forcément le sien, mais de le documenter et de le proposer. Oui, sur la manipulation des images, je suis toujours un petit peu en gêne par rapport à ce terme, parce que ça laisserait croire qu'on manipule plus facilement les images que du texte, par exemple. Et moi, je crois que non. Et je crois d'autant plus qu'il est plus simple, me semble-t-il, de repérer une image qui ment que de repérer un texte qui ment. Je voudrais vous donner un exemple justement strictement universitaire. Je participe à un colloque il y a 2 mois, et quelqu'un qui n'était pas prévu intervient dans une table ronde sur la question de savoir s'il y avait eu un génocide ou non à Srebrenica, en ex-Yougoslavie. Bon, alors que la justice a tranché. Enfin, je veux dire, donc je le vois partir, et dès le début, je le sentais. Voyons, on arrive quand même à un moment donné. C'est pareil avec l'image. Hein. On sent tout de suite si l'image. Voilà. Bon. Donc il parle, mais je me dis, mais il est en train de. C'est un négationniste, le gars. Il est en train. Mais alors, les circonvolutions étaient telles que le public qui était là, qui était un public d'étudiants, n'y voyait pas exactement la réalité de ce qui se passait. Et quand, donc moi il se trouve que j'étais au premier rang, parce que j'avais parlé juste avant, et quand le modérateur voyait que je commençais sérieusement à m'énerver sur mon fauteuil, me passe la parole, je dis non, moi je réponds pas négationniste, enfin on va lui régler son compte après, mais il faut déjà comprendre comment le gars a fait ses circonvolutions sans, voilà, en disant oui les médias occidentaux disent, mais vous voyez en Russie on n'a pas le même point de vue, oula d'accord, ensuite il passe, vous voyez, donc il dira jamais explicitement, je considère qu'il n'y a pas eu de massacre à Srebrenica. Mais le résultat, c'est ça qu'il recherche. Bon, si vous faites ça à l'image, là, mais ça va se voir tout de suite. Je veux dire, ça va être beaucoup plus difficile. On peut pas faire des circonvolutions avec les images. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les images de propagande de l'État syrien. Bon, elles sont assez explicites, je dirais. Enfin, c'est pas la peine d'avoir une éducation qui est la nôtre par rapport à ça. Donc, je pense que là-dessus, l'idée que voilà, les images, non, enfin, je ne crois pas. En tout cas, il y a des moyens de repérer assez simples, il me semble. Maintenant, ce qui est peut-être plus important, plus fondamental, c'est que nous, quand on a commencé, je te donnerai l'exemple de Pierre Sorlin, qui est un historien qui était premier à l'agrégation d'histoire, qui était spécialiste d'histoire sociale, très respecté, etc. Bon, puis un jour, il décide de s'intéresser au cinéma. Alors là, tous les historiens qui jusqu'à présent le respectaient, je dis mais ça va pas. Donc il est passé du département histoire au département cinéma. Au département cinéma, on a dit qu'est-ce qu'il vient faire chez nous celui-là, parce qu'il va nous embêter avec ses catégories, et nous on veut défendre la spécificité des études cinématographiques. Il est passé en communication à Paris 3, et donc il a terminé à faire des livres en anglais. C'est ça l'histoire de Pierre. Oui, donc bien sûr, non, mais voilà, il y a quand même eu cette idée-là. Donc nous, quand on arrive derrière, on est quand même un petit peu en but à ça, c'est-à-dire qu'on a du mal à se faire légitimer à la fois par les historiens, on va dire, ordinaires, et par les gens de la profession cinématographique, parce qu'ils se disent, mais c'est pas comme ça, enfin, pourquoi il croit qu'il est devenu réalisateur, etc. Donc, je pense que ce mouvement-là, que moi j'ai vécu, en l'occurrence, il a fait vraiment se battre pour arriver à se faire reconnaître dans les deux, et surtout à faire les choses, enfin, à faire des films en particulier, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, dans les jeunes générations, et je voudrais donner l'exemple d'un de mes doctorants qui s'appelle Adrien Genoudet, qui a présenté ou qui va présenter la plateforme qu'il crée entre-temps au Collège de France. C'est spontanément qu'il a fait son premier film pendant sa thèse, alors que moi j'avais dû batailler, enfin c'était compliqué. Et je pense que là on a passé quand même une étape qui font que même les historiens qui ne sont pas spécialistes de l'analyse d'image, je prends l'exemple de Johann Chapoutot, grand historien, l'un des meilleurs sur l'histoire d'Allemagne et du nazisme, ça fait partie maintenant je pense, du travail qu'on a fait, qu'il puisse utiliser des images sans trop se dire je ne suis pas compétent, spécialiste ou légitime. Et il le fait bien en plus, hein, je veux dire, il n'y a aucun souci, quoi. Donc je pense que là, on a franchi. Voilà. Et une dernière chose, c'est qu'à Sciences Po, en dehors donc, de ce que
CNC, à travers Julien, a généré cet atelier d'écriture. Depuis maintenant 5 ans, il y a ce qui s'appelle des ateliers de création en première année, où au fond tout le monde, c'est obligatoire, tout le monde doit passer par là, donc c'est théâtre, cinéma, radio, enfin il y a tous les secteurs, mais c'est l'idée que la culture, c'est pas relégué à la fin, etc. Et que que par ailleurs la culture rapporte de l'argent dans le budget français, etc., à travers ce qu'on vend. Enfin bon. Donc il faut considérer aussi que la culture fait partie des fondamentaux de nos sociétés, et qu'en défendant la culture, on défend par voie de conséquence toutes les opportunités d'éduquer, que ce soit à l'image ou à d'autres formes de médiation. À chaque fois, j'ai l'impression de vous couper. Alors... Non, je veux dire, il y avait effectivement dans ce que vient de dire Christian Delay, il y a deux choses. Il y a l'historien qui s'empare de sources différentes, qui sont des sources filmiques ou iconographiques, et ça, effectivement, je pense que c'est totalement admis aujourd'hui. Et puis, il y a une autre étape qu'on est en train de vivre, qui est différente, qui est de l'historien, je dis l'académique, de l'historien-chercheur, qui va s'emparer de nouvelles formes de médiation. Et je crois qu'on en est là, c'est-à-dire un moment où il faut sans doute, et certains l'ont déjà fait d'ailleurs, on pense à Mathilde Harrer, Laurence Lecoq, qui sont maintenant vraiment capables de raconter de l'histoire avec des vidéos, mais on en est à un moment où on se demande, nous, est-ce qu'il faut qu'on apprenne à écrire différemment? Est-ce qu'il faut que l'on s'empare de la vidéo pour pouvoir faire connaître les résultats de nos travaux, qui, s'ils sont publiés dans des livres, font assez peu de chances de toucher grand monde, à part peut-être 300 lecteurs des livres. Donc il y a aussi un problème inhérent à la profession d'historien, enfin d'enseignant-chercheur, qui est comment on fait connaître les résultats de nos travaux. Là, nous, on se penche aussi un peu vers vous, parce que apparemment vous savez faire. Voilà. Non, je suis quand même bien plus mitigée sur le... On ne peut pas manipuler les images moins facilement que l'écrit. Enfin, sur YouTube, c'est quelque chose qui est extrêmement courant, par exemple, pour s'amuser et en l'annonçant comme quelque chose de parodique, par exemple, de prendre une interview, couper les morceaux, mettre les boucles dedans et poser une question qui était totalement une autre question que celle qui a été posée et produire un résultat qui veut dire totalement autre chose. Je pense qu'en effet, c'est complètement faisable. Enfin, c'est du texte comme du texte écrit, finalement. Donc on peut le découper, le décontextualiser, le modifier, quoi. Dziga Vertov l'avait montré, hein, je veux dire, en faisant justement un travail de montage qui, à partir des mêmes images qui étaient différents. Mais je veux dire, on aboutit à quoi quand on fait ça? Bah, je veux dire, c'est complètement facile de falsifier. Est-ce qu'il y a un discours qui s'élabore à travers ces... Mais non, mais si on parle d'éducation aux médias et à l'esprit critique sur les médias, je pense qu'en effet, comme disait Cyrus, je trouve que c'est un super exercice de demander à, par exemple, donner une vidéo, une interview à des étudiants et leur dire ok, il faut que cette personne, vous le montez d'une façon à ce qu'à la fin, ses propos soient détournés, par exemple. Bah, je pense que c'est un très bon exercice pour se rendre compte de à quel point c'est faisable et facile et comment on peut avoir il faut prendre du recul sur certains montages aussi. Moi, ça me semble... C'est extrêmement fréquent, ce genre de vidéo sur YouTube. Oui, et si je peux intervenir, il y a aussi la dimension émotionnelle qui rentre en compte. C'est-à-dire que souvent, je pense que le public d'aujourd'hui va peut-être être plus directement impacté par une émotion que provoque une image. Et donc une image qui est manipulée à un moment donné, qui montre par exemple quelque chose de choquant, va d'autant plus convaincre la personne qui est en train de regarder la vidéo. Il y a peut-être ce danger-là aussi. Oui, mais pendant combien de temps? Enfin, tout ça tellement, ça passe tellement vite. Oui, enfin, je ne suis pas sûr que ça va... Enfin, quand même, on sait bien qu'une belle démonstration, un discours abouti, une recherche conséquente, contribue à créer quelque chose, si vous voulez, qui va après durer pendant des années, des années. Tandis que là, on est sur des choses qui apparaissent et disparaissent dans un espace-temps tellement court que c'est difficile de mesurer, sauf à se dire que les gens sont absolument dans un esprit tordu de prendre, vous voyez, enfin, je pense qu'il faut quand même modérer ça. On peut le faire avec l'écrit aussi. Hein, oui, bien sûr, c'est pas le discours sur l'écrit, mais... Il n'y a pas question de créer une hiérarchie, mais enfin, moi, par exemple, je vois sur Internet, il y a un documentaire qui a énormément tourné, on va encore en reparler, voilà, la
révélation des pyramides de Jacques Grimaud, c'est un truc qui a été diffusé aussi sur RMC Découverte. C'est totalement complotiste. Quand c'était diffusé sur RMC, on a tous saisi le CSA, on se voilà, enfin c'était. Et c'est un docu qui encore aujourd'hui, enfin je sais pas, ça fait 3-4 ans qu'il tourne. C'est un impact et c'est un impact hyper important, on y est confronté mais tout le temps. Moi franchement tous les mois j'ai des messages de gens qui me disent il y a ce super documentaire, qu'est-ce que t'en penses? J'avais fait une interview avec au British Museum avec 2 archéologues de la fondation Khéops sur justement j'avais marqué ça. Le titre de la vidéo c'était « Est-ce que les extraterrestres ont construit les pyramides ?» Et donc je commence la vidéo, je pose la question, l'archéologue dit non, et on passe à autre chose, justement sur la construction des pyramides. Et en fait, il y a eu des centaines de commentaires disant « Mais en fait, c'est les archéologues, c'est des bouffons, ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est des gens qui ont été payés. » Et si on a bien vu les documentaires, c'est bien qu'il y a quelque chose. Voilà, on a bien vu les documentaires. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si éphémère que ça. C'est vraiment pas si éphémère que ça, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Je crois qu'on peut, effectivement, il ne faut pas sous-estimer, et je pense qu'on sera bien tous d'accord sur le fait que, d'une part, la formation critique à l'image animée, à la vidéo, est sans doute indispensable, et autre chose, parce que ce n'est pas tout à fait le même ordre d'idée, que les enseignants-chercheurs, puissent s'emparer de la vidéo, à la fois pour faire connaître nos travaux, mais aussi pour être en mesure de former leurs étudiants à l'approche critique de l'image, sinon ils ne seront pas en mesure de le faire. Alors, j'avais envie de vous poser une dernière question, mais... Pardon? Oui, voilà. Mais la dernière question, en fait, c'est peut-être vous qui allez nous donner la réponse. Et je pense qu'on aimerait bien avoir vos commentaires, vos remarques, vos questions. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Peut-être juste avant, pendant 30 secondes, parce que c'est vrai que tu avais commencé à poser une question qui est hyper intéressante, à savoir la relation entre les deux. Mais c'est-à-dire que, effectivement, vous avez un savoir, c'est bien aussi de pouvoir produire des vidéos. Il y en a certains qui le font, et d'ailleurs moi j'ai collaboré sur plusieurs vidéos avec l'historien Laurent Turcot, qui lui-même a créé sa propre chaîne YouTube, et ça fonctionne très bien. Mais ça fonctionne très bien aussi parce qu'il a l'aisance devant une caméra, il sait parler, finalement il a un petit côté comédien aussi, ce qu'on a aussi tous en nous, et ça les historiens ne savent pas tous le faire, comme nous, on ne sait pas produire non plus le savoir historique, et du coup c'est pour ça que les deux univers non seulement se sont rapprochés, mais se rapprochent encore et doivent se rapprocher. Et on doit toujours travailler main dans la main entre historiens et vidéastes pour pousser des contenus, des publications, des bouquins. C'était la question que je vais vous poser à la fin sur la meilleure collaboration possible. Mais enfin, on vous promet, Dorian, on va prendre des cours de maintien et savoir se tenir devant les caméras. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui circule? Parce que... Oui. Voilà. Donc, levez la main pour... récupérer Merci de vos échanges. Le dernier, entre vous trois, est une question de l'âge. Bon, il y a peut-être aussi une question de génération. Je pense sur la question de la manipulation d'image. Je trouvais ça intéressant, justement, que ce soit vous qui défendiez l'idée qu'il puisse y en avoir une, et qu'il ne soit pas si simple que ça de la décrypter, finalement. C'est une première réaction. La deuxième, elle porte en fait sur la question de la complémentarité que vous évoquiez entre les travaux d'historiens et puis votre propre modalité d'information, de réflexion. Peut-être que moi je suis frappé par le fait qu'on voit les choses toujours de manière binaire, c'est-à-dire c'est soit ce type-là de modalité de réflexion, soit la modalité universitaire. Alors que ce que je trouve très intéressant pour avoir des jeunes enfants qui ont été adolescents il y a très peu de temps, c'est de voir à quel point, et notamment des garçons, sont sensibles à ce type de réflexion, des garçons qui plus est, qui disent peu, et donc par lesquels l'accès à la réflexion finalement devient très important, et comme vous dites, c'est une porte d'entrée essentielle. Mais le problème reste néanmoins entier, c'est celui du fait que, passer cette entrée, on a aujourd'hui une grande difficulté à faire à entrer dans la persévérance, j'ai envie de dire, et dans le fait d'être dans le temps. Parce qu'il y a quelque chose qui est incompressible dans la réflexion, c'est justement la longueur, le temps. Le temps dans lequel on va réfléchir, on va construire justement des données, on va construire
des hypothèses, etc. Et je dis ça parce que ce matin, j'étais à la diffusion des routes de l'esclavage. Et il y avait Catherine Cockry-Vidrovitch qui intervenait. Et là, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'en plus, on est même dans un sens inverse. C'est-à-dire que c'est le film qui a produit du livre. Et du livre nécessaire pour amener une densité, enfin, nécessaire pas complètement, parce que le documentaire tient dans sa cohérence et était tout à fait très intéressant, mais il amène cette densité temporelle dans laquelle on peut encore augmenter justement la réflexion. Alors ça, c'est un sens inverse. Mais le premier, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est très important ce que vous faites. Je trouve ça remarquable sur le plan aussi justement de l'accès d'un public qui est freiné à la fois par son histoire, par son inscription sociale dans l'accès à ce type d'information. Mais reste entier la question de quand on va plus loin, comment on fait. C'est-à-dire dans une société qui, après que vous disiez, mettre le tout cul sur 1,5 en vitesse pour faire que... parce que c'est chiant, etc. Comment on fait justement, parce que c'est aussi un défi pour nous, c'est pas le vôtre là aujourd'hui, je suis bien d'accord, mais pour nous il reste entier dans l'éducation nationale notamment, mais aussi en tant que parents, comment faire accéder à cette lenteur absolument incontournable, à cette densité qui nécessite du temps, justement, que la réflexion elle est très importante. Moi je pense que de la même manière que pour moi l'histoire appelait l'histoire, et c'est-à-dire que depuis 4 ans je bouffe de l'histoire matin, midi, soir, et j'en veux toujours plus, je pense que c'est un peu pareil pour les informations que l'on diffuse finalement, et quelqu'un qui va être sensible à notre démarche va naturellement prendre peut-être un peu plus de temps pour se plonger dans des articles, par exemple, qu'il n'aurait pas lu avant. Ça c'est possible, mais enfin je vois, c'est rigolo parce que moi quand j'étais en fac d'histoire, j'avais honnêtement une grosse proportion des étudiants qui étaient avec moi qui venaient de l'histoire, mais alors pas du tout par le bouquin, ni par de la vidéo, ni machin, mais par le jeu vidéo. Parce qu'en fait, les gars, ils avaient passé des centaines d'heures sur des jeux, genre les séries Total War, à se faire des bastons médiévales entre les trucs, les machins, et en fait, le jeu en tant que tel apporte pas beaucoup d'informations, il laisse encore beaucoup de place à l'imaginaire. Mais c'est des types qui ont développé un intérêt tel qu'à un moment donné, ils se sont dit ouais, je vais aller en fac d'histoire parce que finalement ça a l'air cool, et qui, en allant là-bas, se rendent compte que c'est pas forcément l'expérience qu'ils ont eue dans Total War, mais ont trouvé quelque chose quand même qui est passionnant et qui les a aidés finalement à continuer sur cette voie-là. Et c'est rigolo parce que ça rejoint des discussions aussi qu'on avait eues sur Twitter à un moment donné sur la légitimité des PR, des compagnies et machin. Et en fait, on avait eu, nous, des raisonnements où sur toute une partie on se disait putain merde, c'est comme les Bogdanov, quoi, c'est de la désinformation, enfin, où il y a une vision très orientée de l'histoire qui est quand même gênante, voilà. Et en même temps on se disait mais combien ont été influencés dès le départ par ces gars qu'on appelle des escrocs et qui finalement se sont retrouvés, voilà, enfin on a un pote qui est astrophysicien qui disait mais moi les Bogdanov c'était mes héros et c'est par eux que je suis rentré dans l'astrophysique, et aujourd'hui il se dit mais voilà je déconstruis totalement leur discours, et donc il y a tout un... je veux dire que... Mais ça, je crois que ça a toujours été vrai. On devient historien. Moi, parce que j'ai vu les 10 commandements, et que je voulais devenir égyptologue, et puis c'est compliqué, et puis je me retrouve à faire de l'histoire de l'Italie. Donc je crois qu'effectivement, au principe de l'histoire, enfin de l'amour de l'histoire, il y a du rêve, voilà. Alors que ce soit sur un écran, que ce soit dans un livre, au cinéma, oui. Mais quand même, j'aurais dire quelque chose, parce que la question que vous avez posée est quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est-à-dire comment faut-il rendre la lenteur du travail d'élaboration de l'historien, les heures aux archives, la page blanche devant l'ordinateur, parfois, mais en fait, je crois que c'est pas ça, justement, qui est en jeu. Alors, ça pourrait être ça qui est en jeu si on imaginait d'autres manières d'écrire l'histoire. Que nous écrivions l'histoire, éventuellement par l'image, par la vidéo, comme il y a des chercheurs qui ont écrit par exemple leur thèse en film, qui ont travaillé en histoire du cinéma, qui ont fait un film, leur thèse est un film, voilà. Et ce serait d'autres modes d'écriture de l'histoire. Mais là, ce que nous apportent les youtubeurs et éventuellement les universitaires qui voudraient s'en emparer, c'est la capacité à synthétiser les questions que nous nous sommes posées, et par conséquent l'historiographie, c'est-à-dire être en mesure de dire pourquoi à tel moment je me pose telle question.
Et ça, si on est capable de le dire clairement, c'est qu'il y a déjà la moitié du travail qui est fait. C'est comme ma thèse en 180 secondes hein, que Manon avait faite, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a vraiment une question. Et puis après, les résultats. Le travail intermédiaire, c'est vrai qu'à moins d'inventer des nouvelles modalités d'écriture, ce qui a déjà été fait en partie aux États-Unis, au Canada, Christian Delage en pensait plus que moi là-dessus, voilà, YouTube nous permet cette capacité, effectivement, à donner envie d'aller voir plus loin. Me semble-t-il. Non, il n'y a pas de problème. En fait, votre question Je suis en train de réaliser quelque chose. Donc du coup, je vais le formaliser, mais ça va être très bancal, d'accord? Voilà, c'est à peu près, encore une fois. Mais en fait, je me rends compte, peut-être que je me trompe, peut-être que je vais changer d'avis dans une heure, d'accord? Mais je me rends compte que, pour moi, la vidéo, je crois que c'est pas un format de réflexion. En fait, pour moi, un format de réflexion, c'est par exemple le livre, où j'ai lu plein de livres qui, vraiment, c'était des vraies réflexions, et ça a changé plein de choses, etc. Et ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Blablabla. La vidéo, pour moi, c'est plus un format d'introduction, un format où ça suscite une curiosité, où c'est ce genre de choses. Mais on va pas, je m'attends pas à une réflexion développée en fait dans une vidéo. Et tout à l'heure, donc vous parliez des vidéos x1,5, x2. Moi, j'avoue, je regarde beaucoup de vidéos en x1,5 ou x2. Et en fait, c'est parce que je considère que c'est des vidéos qui ne devraient pas être des vidéos. Ça devrait être des articles de blog. Mais je sais pas pourquoi, on en parlait tout à l'heure, 75% du trafic c'est la vidéo. C'est la mode de faire des vidéos, donc les gens font des vidéos. Et tu aurais très bien pu faire un article de blog, pourquoi tu as fait une vidéo? Et donc en fait, donc c'est pas forcément un mal de regarder la vidéo en x2, c'est juste qu'il y a des vidéos qui sont entre guillemets pas pensées pour être vraiment des vidéos. C'est plus quelqu'un qui parle dans sa caméra et les MOOC par exemple. Les MOOC qui ont été un échec terrible, enfin. C'est trop long quoi. Enfin, j'ai pas envie de me taper une heure d'un gars qui me parle d'un truc, ok. C'est la catalepsie. Il y a 5 minutes qui vont m'intéresser dans ton 30 minutes, parce que le reste je l'ai déjà lu ou je fais machin, donc je vais pas me regarder une demi-heure de toi qui parle. Quoi. Donc voilà, c'est deux choses. Juste pour vous dire que, donc, pour rassurer sur le x2, et pour dire que la vidéo c'est pas forcément le format de réflexion. Mais est-ce que la question c'était plutôt, une fois qu'on a ces vidéos courtes, comment on fait pour intéresser, pour aller vers le plus dense, etc. C'était ça? Enfin, je sais pas. Mais du coup, moi j'ai envie de dire, et si ils y vont pas, les gens à qui on a piqué la curiosité, et alors, c'est pas forcément grave. Moi si j'ai regardé une vidéo de vulgarisation de physique, et que je suis pas allée derrière lire les articles, etc. Enfin, on peut pas le faire à chaque fois, on peut pas forcément faire accrocher tout le monde, 100% tout le monde dessus. Moi j'ai l'impression que c'est peut-être pas grave si on n'a pas non plus tout le temps réussi à attirer 100% tout le public à aller développer à fond le truc. C'est super si on y arrive, mais c'est impossible en fait. Il ne faut pas tous, tout le temps, tous s'intéresser à 100%, creuser tous les sujets dont on a entendu un petit truc à la radio, un petit machin, etc. Et il y a des affinités aussi de goût, je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a d'autres questions sans doute. Mais la multimédialité, c'est quand même une réponse. C'est-à-dire que c'est des problèmes de support, quoi, simplement. C'est-à-dire que la vidéo peut correspondre à quelque chose pour approfondir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour à tous, merci pour votre tableau. Moi je suis nouvellement prof d'histoire-géographie, là j'ai commencé la rentrée. Et donc les images en histoire et en géographie aussi sont extrêmement importantes, elles font partie de notre quotidien, surtout si on veut sensibiliser les élèves à différentes sources, pas seulement la source écrite. Voilà. Donc je voulais juste rebondir sur ce que vous aviez dit, l'intérêt de YouTube sur les commentaires. Et c'est vrai que dans les cours, ce qui est intéressant, c'est les questions des élèves. Et donc on a nous notre trace, notre âme, mais on travaille aussi à partir des questions des élèves et on improvise avec eux également. Et on a une vraie dimension d'éducation aux images. Alors ce qui est étonnant, c'est que on a des élèves qui sont nés avec des images, qui ont des images partout dans la publicité autour d'eux, et c'est un apprentissage comme la lecture en fait. Et il faut faire un vrai travail de fond pour leur expliquer ce que c'est qu'un cadre, du point de vue,
d'une photographie, d'une peinture. Et donc c'est vrai qu'on a un vrai travail dessus, ils ne sont pas plus avancés que nous parce qu'ils sont nés dedans. Et donc on a un vrai travail aussi d'esprit critique, comme vous disiez, à mettre en place, et des choses qui ne sont pas du tout évidentes. Et donc justement sur la puissance des images, et nous si on utilise des fois aussi le support vidéo, moi pour la préhistoire je suis repartie d'une vidéo que Fred déjà mis, hein, voilà c'est pas sorcier, ça marche toujours très bien. Mais nous aussi on a une forme de manipulation, puisque moi j'ai pris 3 minutes pour mes 6e. Et donc j'ai élagué tout le reste, et donc j'ai posé des questions. Donc évidemment, il y a toujours cette réutilisation des images, et je pense que les élèves ils sont sensibles, et eux-mêmes ils posent des questions là-dessus, et je pense que le dialogue est très important, et donc je voulais voir un petit peu justement le lien entre les vidéos et la manière dont nous on transmet tout ça, et ce que vous pouviez un petit peu approfondir sur cette idée des différents publics, et du dialogue éventuellement qu'on a sur un support qu'on produit, et le dialogue que vous avez ensuite avec vos internautes. Voilà, j'espère que... Ok. Oui, oui. Merci. Ok, alors... bon, super les gars, merci. Non mais en gros, si je comprends bien ta question, c'est comment on fait pour maintenir ce dialogue-là avec... Oui, et ce qu'il apporte, et comment est-ce que vous, après, vous reconstruisez éventuellement sur l'apport avec le dialogue que vous avez avec vos internautes. Ok, bah alors je vais introduire les gars, et après vous allez reprendre le suite. Je pense que ça rebondit, enfin ça me fait penser à un sujet qu'on a eu pendant la table ronde, qui était la différence entre les youtubeurs et les professeurs, et à quel point il y a des choses à faire ensemble, et à quel point c'est pas du tout la même chose non plus. Nous, en fait, notre dialogue, et je parle pour moi, donc peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais je pense que le dialogue qui suit une vidéo est quand même très limité. C'est-à-dire que je pense que vous, le dialogue que vous pourrez avoir en classe, c'est justement pour ça qu'on a besoin on ne remplacera jamais les professeurs, parce qu'on n'est pas capable d'avoir ce dialogue-là en fait. Et puis parfois on s'est cantonné à la vidéo, et si on nous pose des questions sur des choses à côté, on ne saura peut-être pas y répondre non plus, parce qu'on n'est pas des spécialistes de tout, ou alors ça va nous demander des recherches, etc. Là où vous, c'est votre job, entre guillemets, vous connaissez beaucoup mieux ce sujet-là, et donc vous êtes capable d'avoir un vrai dialogue approfondi avec les élèves, et c'est une formation à laquelle nous on n'a pas. Voilà, j'ai introduit. Attends. Oui, mais... oui, je suis d'accord avec ça. En fait, moi je trouve que le retour dans les commentaires, il est en effet très limité. Moi je trouve que c'est un faux dialogue quand même, en vrai. Ça nous permet, nous, un peu de se rendre compte, s'il y a un commentaire qui revient en masse, ça c'était pas clair, ils ont pas compris, ça a déplu, ça a plu, etc. Mais je trouve que ça, voilà, encore une fois, pour avoir enseigné, ça n'a aucune commune mesure avec discuter avec un élève qui pose une question, essayer de lui faire des retours, le suivre toute l'année et voir sa progression. Enfin, donc pour moi, les commentaires, c'est un petit peu une illusion d'interaction, je trouve plutôt, en vrai. Le problème aussi, c'est qu'on a un flot de commentaires par rapport à la capacité de répondre, qui est juste, voilà. C'est-à-dire que moi, je sais qu'au tout début de ma chaîne, je m'étais dit, je vais répondre à chaque personne qui va laisser un commentaire. Et j'ai tenu genre 5 mois, et au bout de 5 mois, en fait, je passais 4 jours par semaine à ne répondre qu'aux commentaires. Et après, je me suis dit, mais en fait, là, j'ai juste arrêté de travailler, quoi. Je fais que ça. Donc j'ai arrêté, et puis après, je me suis dit, au moins, je vais voir les commentaires, et puis je vais répondre de temps en temps à ceux qui sont pertinents. Et aujourd'hui, j'arrive même plus à voir tous les commentaires, parce qu'il y en a beaucoup trop, en fait. Mais c'est vrai que cette interaction-là, elle est limitée, mais moi, l'espace commentaire, je l'aime bien. Notamment j'avais développé un format où je revenais sur les utilisations politiques de l'histoire. Et c'est un format qui me faisait marrer, parce que je laissais toujours un petit peu même si j'apportais ma conclusion, je laissais toujours ouvert un peu la voie au débat. Et donc c'est des espaces commentaires où il y a 5000 commentaires, et parfois des gens qui se répondent, ils ont 100 commentaires d'affilée, où il y a une vraie interaction entre eux. Voilà. Et donc ça peut être cool, parce que ça peut créer un espace où il y a un échange qui se fait. Alors honnêtement, pas toujours très constructif. Dernièrement, il y en a
eu où j'ai été super surpris parce que, genre, j'avais fait l'histoire du maïs, donc il y a des trucs sur les OGM et tout, des gens qui échangeaient, mais super polis, super constructifs, j'ai halluciné. Et puis t'en as d'autres où, voilà, ils vont s'insulter en 5000 commentaires. Mais ça peut être cet espace-là, en tout cas, que l'on crée, et c'est vraiment plus, comme le dit Manon, un espace de retour sur la qualité de notre travail et sur est-ce que quelque chose a été bien compris ou pas, plus finalement un espace d'échange. Où ça, les échanges les plus agréables qu'on peut faire, c'est quand on est dans ce genre d'événement, en fait, et qu'on peut échanger directement avec le public. Et même là, ça reste limité parce que souvent, il faudrait 5 heures d'échange pour que ça soit vraiment complet. Eh bien, Benjamin, tu m'as un petit peu coupé l'air sous le pied, parce que je crois qu'il va falloir qu'on arrête. Il est déjà 4h moins le quart, on a un quart d'heure de retard, c'est lui qu'on vous a volé en début de séance. Merci à tous, bon merci vraiment d'être venus.